Si je devais dresser un portrait d'Andrew Eldritch, je dirais timide, intellectuellement sûr de lui, doté d'un humour assez sec, lettré et profondément mal à l'aise dans son corps. Il le dit lui-même, il se trouve petit et moche. Et dit non sans humour être un marine chétif sans ses lunettes. Cette tension entre assurance intellectuelle et fragilité personnelle est au cœur de son personnage public et explique en grande partie la dualité entre l'homme réel et le mythe. Mais il faut aussi parler de tout le bazar autour des Sisters of Mercy, les line-up qui changent sans cesse, les tensions internes, et au final, nous, auditeurs, nous nous retrouvons avec 3 albums studio en l'espace de 46 ans. C'est un groupe culte, il a eu une influence majeure, mais la discographie est minuscule. Il faudra aussi trancher un désaccord persistant entre la critique et Andrew Eldritch lui-même. The Sisters of Mercy, c'est du rock ou du goth. La presse les a placés au cœur du goth, et Eldritch, lui, n'a jamais cessé de dire qu'il faisait simplement du rock. On est parti pour l'histoire de The Sisters of Mercy. Andrew William Harvey Taylor est né le 15 mai 1959 à Ely. C'est une petite ville du Cambridgeshire et il a grandi dans un environnement plutôt calme et provincial. À propos de sa région de naissance, dans une interview à propos de nous, Français, il nous dit « Je suis né dans les Fens, donc évidemment je déteste les Français ». Et voilà une remarque assez caractéristique de ce qu'il est. Probablement qu'il plaisante, qu'il provoque un peu et qu'il utilise un sophisme volontaire. C'est un raisonnement qui est absurde par construction. Les Anglais détestent les Français, je suis né en Angleterre, donc je déteste les Français. C'est exactement le genre de pirouette linguistique qu'Eldritch adore faire. Un faux syllogisme, un cliché culturel détourné et une pointe d'humour. À quelque part, c'est très anglais en fait. Eldritch possède un parcours universitaire assez atypique et fragmenté. D'abord, il étudie la littérature française et allemande à Oxford, mais il abandonne au bout d'1 an. Vers 1978, il déménage à Leeds pour étudier le mandarin, qu'il abandonne également avant la fin du cursus. Il parle français et allemand couramment, possède des notions de néerlandais, d'italien, de russe, de serbe, de croate, de latin, mais il dit avoir oublié le mandarin qu'il avait appris à l'université. Malgré cela, attention, il se considère comme un linguiste, un spécialiste. Et cette fascination pour les mots, la syntaxe et les structures littéraires irrigue toute son écriture. Eldritch est catégorique. Il se considère comme l'un des meilleurs paroliers du rock. Juste ça. Il affirme être meilleur que Michael Stipe, qu'il juge très bon. Lou Reed, il le juge inutile. Il considère que Richard Butler, par contre, est un véritable génie. Mais il est beaucoup moins tendre à l'égard de Wayne Hussey, qui est dans The Mission, et il le traite même d'illettré. Mais à propos de Wayne, on en parlera plus tard parce que ça a une importance. Ça ressemble plus à une pique personnelle en réalité. Eldritch décrit son écriture comme un travail de montage cinématographique, un collage de références littéraires, historiques, musicales et culturelles. Il aime les jeux de mots, les citations cachées et les références cryptées. Dans une interview de 1993, il dit « Oui, eh bien, il y a une différence entre pervertir délibérément le langage et ne pas savoir ce qu'on fout. Mon écriture doit davantage au montage-collage du cinéma. C'est simplement une utilisation plus riche du langage. En plus, il faut être plutôt futé pour saisir beaucoup de l'humour dans mes textes. J'écris des lignes comme « Stuck inside of Memphis in a mobile home ». Maintenant, si tu ne connais pas ton Dylan, tu ne peux pas savoir que c'est drôle. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est comme faire un mot croisé particulièrement ésotérique. Il faut non seulement connaître les citations de Wordsworth, mais aussi qui était capitaine de l'équipe de cricket d'Angleterre de 1965. Peu importe, il faut avoir lu beaucoup Milton, Blake, Donné, Eliot. Enfin bref, il joue avec la grammaire, omet volontairement les articles, tord les phrases pour créer des images. Mais malheureusement, je ne pourrais pas faire dans cette vidéo une analyse littéraire ou linguistique en anglais. Je n'ai honnêtement pas le niveau pour le faire. Revenons à son parcours universitaire. Il en parle dans une interview. J'étais fait pour aller à Oxford. J'étais doué académiquement. Et je me suis rendu encore un peu plus doué. Donc je méritais d'y être. Et je suis conscient d'avoir cette qualité. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise qualité. Je dis juste que c'en est une. Cependant, j'ai détesté Oxford. Dans les années 70, c'était encore très marqué par les classes sociales. Je n'avais pas d'argent, donc je ne pouvais pas avoir le genre de bons moments que la bourgeoisie aisée avait. Ma vie était froide. Humide. Je n'avais pas réalisé à quel point je souffrirais des cours de français et d'allemand archaïque. Parce que mon truc, c'était la littérature d'après-guerre. J'ai détesté Oxford. Donc j'ai quitté. Ensuite, je suis allée à Leeds, ce qui a été une révélation. Et effectivement, Eldritch part à Leeds et commence un travail de batteur freelance dans la scène punk locale.
Ce qui fait monter en lui une espèce d'obsession pour le rythme mécanique. Et d'ailleurs, il va finir par utiliser le Dr Avalanche, dont on reparlera plus tard. Et pourquoi Eldritch alors? Parce qu'on peut se demander pourquoi il a changé de nom. Eldritch est un mot archaïque signifiant étrange ou hideux. Il apparaît souvent dans les romans de Lovecraft, même s'il a nié que ce soit de là qu'il l'ait tiré. Il affirme que cela avait davantage à voir avec Dick, et avec le fait qu'il y avait déjà Andrew Taylor dans Duran Duran. Pour finir sur ce personnage, pour que vous ayez bien ça en tête, c'est un type timide, érudit, drôle, assez nerveux, avec des obsessions, rejetant l'image du goth. Et d'ailleurs, si vous l'avez vu en concert comme moi, c'est vrai que c'est ça qui ressort de lui vraiment. Maintenant, on entre dans le sujet principal. C'est la création de Sisters of Mercy en 1980 à Leeds. Le groupe est fondé par Gary Marks et Andrew Eldritch, simplement parce qu'ils voulaient s'entendre à la radio. Le nom vient du film McCabe and Mrs. Miller et de la chanson Sisters of Mercy de Leonard Cohen. Gary Marks et Andrew Eldritch se sont rencontrés par hasard en traînant aux mêmes endroits. Gary Marks dira dans une interview « Chaque soirée là-bas dépendait aussi des disques que Claire passait. Elle avait ses incontournables, ceux que les habitués attendaient avant de se lancer sur la piste. Des morceaux qui semblaient avoir une chorégraphie préétablie, comme Soldier Soldier de Spice Energy. Les gens semblaient heureux de danser quand il y avait la sécurité du nombre, mais Claire adorait glisser un vieux titre glam pour bousculer tout ça. Un de mes souvenirs préférés de cet endroit ne concerne pas un concert, mais Claire mettant Judy Tin et seul Stuart Green et moi dansant dessus. Il a été l'une des premières personnes que j'ai connues là-bas. Et d'une manière détournée, il est responsable de ma rencontre avec Andrew. Stuart avait été le guitariste dans le groupe naissant sur lequel Andrew travaillait avant que je ne le remplace. Le groupe change rapidement de membres. Une première formation inclut Keith Fuller au chant et Claire Chersby au clavier, qui est visiblement en fait la petite amie d'Eldritch à l'époque. Quant à lui, il est à la batterie et Marks à la guitare. Mais cette version s'effondre vite, ne laissant que Marks et Eldritch. On sait aussi que John Langford passe brièvement au clavier avant de partir faute d'assiduité. Par contre, il y a un fait quand même important que je voulais souligner. C'est à propos de Claire Chersby. En fait, c'est l'une des premières femmes DJ. C'est autour d'elle que s'est formé le cœur de la scène alternative de Leeds. Autour d'un écosystème qui était le F-Club, le Phono, le Warehouse et le Fever Chamber. Il y a eu les Sisters of Mercy, il y a eu The March Violettes et ce son de guitare massive soutenu par des boîtes à rythme implacable qui allait définir le goth. Et c'est là d'ailleurs qu'apparaît Dr Avalanche, qui est la machine qui a été utilisée pour Sisters of Mercy. Il y a aussi tout l'uniforme post-punk, la veste en cuir, les jeans noirs, les vêtements sombres, les cheveux crépés, le maquillage. Ça deviendra un peu l'archétype visuel de la sous-culture goth. Mais c'est là que ça se passait, avec elle et à ces endroits-là. En fin d'année, c'est le premier single qui sort. Ils enregistrent Damage Done, Watch, Home of a Hitman. Mars joue sur un petit ampli de répétition, Eldritch sur une batterie achetée à Langford. On a ici un Sisters of Mercy très embryonnaire qui ressemble pas mal à Joy Division finalement. Il y a aussi la création du label Merciful Release, parce que Andrew Eldritch veut garder un certain contrôle sur ses créations en réalité. Et même quand il signe plus tard avec une major, il va garder la production, le design et la direction artistique des disques. Et la major, elle s'occupera de la distribution et de la promotion. C'est vraiment important pour lui, et franchement ça ne m'étonne pas du tout, vu le personnage qui aime bien contrôler. Vous allez voir, c'est encore pire après, puisqu'il va s'agir plutôt des gens autour de lui. Et enfin, après ce premier single, Andrew Eldritch abandonne la batterie. En 1981, on a donc la première formation officielle. Le groupe se stabilise avec Andrew Eldritch au chant, aux paroles, à la programmation du fameux Dr Avalanche et à la production, Gary Marks qui s'occupe de la guitare et des compositions, Craig Adams qui est à la basse, qui rejoint le groupe après avoir rencontré Andrew Eldritch dans un pub local visiblement, et Ben Gunn qui joue la guitare secondaire. Leur premier concert documenté a lieu début 1981, mais les fans célèbrent souvent la date du 16 février 81 à York. On a aussi des guitaristes de passage comme Tom Ashton et Dave Humphrey. En 1982, ils sortent Body Electric Adrenochrome sur CNT Production. John Ashton, de Psychedelic Fur, produit Alice. Là on a vraiment ce qui commence à ressembler à ce qu'on connaît des albums, sans l'ambiance caractéristique du groupe quand même. Mais le chant est quand même très reconnaissable. Le son se définit petit à petit, donc on a la voix grave d'Eldritch, la basse d'Adams, le beat mécanique du Doctor et la guitare mélodique de Marks.
Ils font des concerts à nouveau pendant l'année 82. En 1983, c'est la sortie de l'EP The Reptile House qui montre la montée en puissance de Andrew Eldritch qui écrit, produit, et le 7 octobre de la même année sort le single Temple of Love qui est un énorme succès. Le groupe signe chez WEA. Alors ce morceau est très connu. Il est repris par Crematory d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu cette chanson. Et oui, je ne suis pas née dans les années 70 ou même 80, donc forcément. Bref, dans le même temps, Ben Gunn quitte le groupe, estimant que les Sisters, initialement une parodie de rock sérieux, étaient devenus un vrai groupe sérieux. Et il juge le groupe trop commercial. Et il évoque aussi des conflits personnels avec Eldritch, mais malheureusement je n'ai pas trouvé de détails à ce sujet. Et c'est là qu'arrive Wayne Hussey, dont le jeu de guitare se concentre sur les guitares électriques et acoustiques à 12 cordes. Son expérience de studio avec Dead or Alive devient précieuse lorsque les Sisters commencent à travailler sur leur premier album. Au début de l'été 84, les Sisters of Mercy entrent en studio avec l'ambition de faire enfin leur véritable premier album, First, Last and Always. Ils commencent à Strawberry Studios à Stockport, puis déménagent à Genetic Studio à Reading. L'atmosphère est lourde dès le départ. Eldritch vit presque dans le studio, insomniaque, amaigri, soutenu par les amphétamines, qui l'aident à tenir debout mais ralentissent tout le processus. Il peine à écrire les paroles et chaque session devient très longue, coûteuse et épuisante. Vous savez très bien que si vous avez fait aussi du studio, ça peut être très chronophage et très fatigant. Et surtout quand il y a des tensions internes entre les personnes, ça devient vraiment encore pire. Donc pendant que lui s'enferme dans sa cabine, le reste du groupe travaille en trio. Gary Marks compose, Wayne fait des arpèges, Craig Adams se pose les lignes de base, les morceaux prennent forme sans Eldritch, qui n'arrive qu'à la fin pour écrire les textes et imposer la direction et enregistrer sa voix. La production est confiée à David Allen, mais Eldritch garde la main sur tout ce qui compte. La séparation des rôles devient une fracture, deux camps se dessinent, deux visions du groupe. Et là, c'est la catastrophe. En 1984, ils partent en tournée pour le Black October de octobre à novembre. Eldritch a dû se faire hospitaliser parce qu'il avait pris trop d'amphétamines, il a dû reprendre du poids et se faire soigner. Mais en attendant qu'on le soigne un petit peu vite fait comme ça, on lui donne des calmants pour terminer la tournée. J'ai trouvé un article qui en parle. Le groupe et l'équipe technique consommaient des quantités de drogue de plus en plus importantes. Il y avait des gens qui nous suivaient en Allemagne pour nous fournir des amphétamines. Je crois que c'était au Luxor de Cologne, on a vu de la mettre. C'était coupé dans les amphétamines. La paranoïa et les hallucinations qui suivirent furent si fortes que, avant la fin du concert, Craig était déjà dans les loges parce qu'il ne supportait plus. On était entouré de tellement de fumée que j'ai simplement quitté ma console et je suis parti le rejoindre. Et il faut savoir que l'ambiance est très mauvaise. Wayne et Craig supportent de moins en moins l'autoritarisme d'Eldritch, son attitude froide, et Adams dit même « Il est vraiment putain d'agaçant ». C'est l'ingé son, Pete Turner, qui tient le rôle de superviseur pendant toute la tournée pour contrôler le groupe, avec quand même bienveillance visiblement. Et il se passe tout un tas de choses et c'est totalement lunaire cette tournée. Parce que là, on a des gens qui sont fatigués, épuisés, qui prennent des drogues pour tenir, et en plus l'ambiance est pourrie, mais s'ajoute à ça des anecdotes vraiment what the fuck. Wiffin, l'ingé lumière, se fait mordre par un spectateur allemand. À Brême, il y a des néo-nazis qui jettent des pierres sur le toit. Ils entrent dans la salle avec un pistolet de détresse. Le décor prend feu. Mais attendez, c'est pas terminé. Wayne et Craig attrapent des morpions. Eldritch alors refuse de monter dans le van avec eux parce qu'il a peur d'en attraper. Finalement, Pete Turner appelle sa femme qui est infirmière pour obtenir un traitement. Craig et Wayne doivent voyager en slip et bonnet de douche couvert de crème, ce qui amuse toute l'équipe, donc c'est un peu humiliant quand même. Craig dit qu'il a sûrement attrapé ses morpions à cause de Wayne, parce qu'il avait dormi dans le même lit que lui. Enfin bref, c'est une suite d'histoires comme ça vraiment improbables. Pour résumer la situation, c'est une tournée triomphale sur scène, catastrophique hors scène, où les Sisters of Mercy deviennent légendaires en même temps qu'ils s'effondrent physiquement, psychologiquement et humainement. À l'automne, après la tournée Black October, les Sisters retournent à Genetic pour mixer l'album. Mais cette fois, Craig Adams n'est pas là, Dave Allen non plus. Eldritch prend le contrôle total du mixage, tout en produisant en parallèle Clash of Dreams pour Salvation, un projet qui ne verra le jour qu'en 2019.
En janvier-février 1985, le groupe finalise l'artwork, envoie des mix au label et négocie une captation live au Royal Albert Hall pour juin. L'album doit sortir vraiment coûte que coûte, ils ont quand même la pression. C'est à ce moment-là que Gary Marks décide de partir. Il dit « Ma relation avec les 3 autres était complètement détruite. » Et l'idée, absurde à ses yeux, que Hussey puisse passer au clavier circule un moment. Hussey refuse, Marks s'étouffe, Eldritch impose tout et la rupture devient inévitable. Marks quitte les Sisters of Mercy et fonde Ghost Dance avec la chanteuse de Skeletal Family, Anne-Marie Hurst. Au milieu de ce chaos, un morceau se détache, Marianne. Eldritch écrit les paroles en 10 minutes, à partir d'un texte initial de Marks. Il y glisse de l'allemand, de la douleur, de la fatigue et une sorte de collage cinématographique qui reflète son état mental. Une séparation amoureuse, des tensions internes, une dépendance aux stimulants et des nuits blanches en pagaille. Il y a aussi une nouvelle boîte à rythme, l'Oberheim DMX, qui donne au morceau une pulsation froide et implacable. Et plusieurs textes de l'album sont visiblement des messages codés, dont Walk Away qui est adressé à Marks, et Marks pense qu'un vers de Some Kind of Stranger est une pique personnelle. En mars 1985, tout s'accélère. Le 8 mars, No Time to Cry sort. Le 9 mars, c'est la tournée britannique qui commence. Le 18 juin, le groupe doit jouer au Royal Albert Hall. Marks est annoncé, mais il ne vient même pas. First and Last and Always est un album magnifique, mais il est né surtout dans la fatigue, la drogue, les disputes et les nuits blanches et les silences entre les membres du groupe. C'est un disque qui a fait entrer les Sisters of Mercy dans l'histoire, mais qui les a détruits. À l'été 1985, le groupe est au bord de l'implosion. Les relations entre Eldritch, Hussey et Adams sont devenues ingérables. La presse rapporte que le groupe prépare une reprise d'ABBA et Eldritch confirme avoir contacté Jim Steinman pour la produire. D'ailleurs, je vous dis un mot à propos de cette personne. C'est un producteur américain qui, avant les Sisters of Mercy, a produit notamment Bonnie Tyler ou Barbara Streisand. Et dans une interview pour Melody Maker Magazine, datée de 1989, on y apprend que c'est un type très sûr de lui et qui s'entend très bien avec Andrew Eldritch. Il se perçoit lui-même comme un sauveur appelé quand les autres producteurs craquent. Je vous donne quelques exemples et de ce qui ressort de l'interview. Il considère Def Leppard comme un groupe sympathique mais vide et entièrement fabriqué. Il se positionne comme un scientifique observant les insectes, ce qui révèle son mépris pour les artistes qu'il juge sans vision, mais il met en valeur quand même Andrew Eldritch qu'il considère comme l'un des rares artistes ayant une véritable intelligence artistique. Peut-être parce que finalement ces deux-là étaient faits pour s'entendre, puisqu'Eldritch a quand même un ego assez démesuré, on va pas se mentir. Et pour en revenir à ce single de ABBA, c'est un projet qui ne dépasse jamais le stade de l'intention. Mais c'est bizarre parce que j'ai quand même trouvé une version live sur YouTube, mais allez savoir si c'est vrai ou pas, aucune idée. Le 2 novembre 1985, c'est la dissolution officielle des Sisters of Mercy. Eldritch déclare alors qu'un accord existe entre les membres. Aucun d'eux ne devra utiliser le nom du groupe après la séparation. Cette déclaration marque la fin du line-up classique et ouvre une période de confusion, de rivalité et de réorganisation. Les Sisters of Mercy cessent d'exister en tant que groupe actif, mais Eldritch n'a pas renoncé à continuer sous une autre forme. Après le concert final au Royal Albert Hall, Eldritch quitte l'Angleterre et s'installe à Hambourg pour se reconstruire et réfléchir à la suite. Wayne Hussey le rejoint rapidement. Ensemble, ils commencent à travailler sur un deuxième album, provisoirement intitulé Left on Mission and Revenge. Hussey apporte plusieurs compositions déjà prêtes. Ce sont des démos avec Eldritch au chant qui circulent encore aujourd'hui, preuve que les deux hommes ont réellement collaboré. Mais la situation dégénère. Craig Adams quitte les répétitions et le projet du deuxième album est finalement abandonné. Lorsque Hussey et Adams quittent définitivement les Sisters of Mercy, Eldritch se retrouve vraiment tout seul. Il recrute alors Patricia Morrison, bassiste américaine, passée par The Bags et The Gun Club. Morrison devient alors la nouvelle partenaire musicale pour la période Sisterhood Floodland. Son arrivée marque un changement esthétique majeur. Eldritch s'éloigne du rock gothique britannique pour se diriger vers une approche plus européenne, plus synthétique et plus conceptuelle. Mais c'est encore le bazar parce que, après leur départ, Hussey et Adams montent un nouveau groupe qu'ils appellent The Sisterhood. Pour Eldritch, c'est absolument inacceptable. Le nom est trop proche de The Sisters of Mercy. C'est aussi celui de la communauté de fans, et ça ressemble trop à une tentative de capitaliser sur la notoriété du groupe. Alors forcément, il réagit tout de suite en enregistrant un single sous le nom The Sisterhood, Giving Ground. Puis un album complet sort, Gift.
En publiant en premier, il verrouille légalement le nom et empêche Hussey et Adams de l'utiliser. Du coup, comme le nom Sisterhood est déjà utilisé, Hussey et Adams adoptent le nom de The Mission. Et le groupe devient rapidement l'un des groupes majeurs de la seconde vague goth aux côtés de Fields of Nephilim. Finalement, c'est à la fin de l'année 1986 que Andrew Eldritch décide que c'est totalement illogique d'avoir renommé son propre groupe. Il écrit toujours les chansons de la même manière, il travaille exactement pareil, et il veut restaurer l'image du groupe. C'est alors qu'il commence à composer un nouvel album pour le label WVA. Et ce travail aboutira à Floodland, un album monumental qui redéfinit complètement l'identité des Sisters of Mercy. Andrew Eldritch compose seul au départ dans un appartement minuscule en utilisant un matériel rudimentaire, un Casio CZ-101, des guitares acoustiques et un nouveau Dr Avalanche. Et il faut savoir qu'il a aussi une recherche assez obsessionnelle concernant une boîte à rythme MIDI où il cherche des snares plus sèches. C'est là que naissent les premières maquettes de Floodland, entièrement construites autour de séquenceurs et de textures électroniques. Patricia Morrison joue un rôle qui reste essentiellement visuel et conceptuel. En fait, elle ne compose pas et n'enregistre presque pas. Eldritch affirmera plus tard qu'elle souffrait d'un blocage créatif et que ses contributions furent absolument minimales. Le véritable tournant survient lorsque Eldritch décide de confier Viscolosion à Jim Steinman, le fameux producteur dont on a parlé déjà. Pour le convaincre, il lui décrit la chanson comme le sommet d'une soirée disco chez les Borgia. Steinman accepte. En janvier 1987, Eldritch, Steinman et l'ingénieur Larry Alexander enregistrent Viscolosion et Dominion, Mother Russia, à Power Station Studios, à Manhattan avec 6 chanteurs et 40 membres du New York Choral Society. Steinman se concentre sur les chœurs, ce qui explique son crédit partiel sur Dominion. Ces sessions new-yorkaises définissent l'esthétique de Floodland, un mélange de froideur électronique et de grandeur d'opéra. À la moitié de l'année 1987, c'est la finalisation de l'album. Eldritch retourne en Angleterre pour enregistrer le reste. Il commence avec un producteur qu'il finit par renvoyer insatisfait du résultat. Il rappelle Larry Alexander depuis New York et l'engage comme coproducteur. Les sessions se déroulent à Strawberry Studios à Stockport et The Wool Hall, avant un mixage final à Air Studio à Londres. Et il faut savoir que Floodland est entièrement construit sur un ordinateur, un Voyetra Sequencer Plus pour le séquençage, un Akai S900 pour le sampling des batteries, le Yamaha SPX90 pour les effets, le Compact Portable 286 pour le stockage. Eldritch joue toutes les guitares, sauf le solo de Viscolosion confié à Eddie Martinez, un ami de Steinman. Quant à 1959, elle est entièrement composée au séquenceur sans piano réel. Hambourg a une influence profonde sur l'écriture d'Eldritch à l'époque. L'eau est une thématique qui revient dans quasiment toutes les chansons, parce qu'Hambourg est une ville saturée de fleuves, de canaux et où il pleut beaucoup. Les thèmes dominants sont l'apocalypse, la géopolitique, la guerre froide, Tchernobyl, la fin de l'Europe, la dissolution du groupe en 1985. Dominion Mother Russia s'inspire du poème Ozymandias et critique la présence américaine en Europe, Lucretia My Reflection est dédiée à Patricia Morrison, Viscolosion est une parodie du style d'écriture de Wayne Hussey, dont Eldritch juge les paroles bien trop clichés, etc. etc. En 1988, Floodland installe définitivement la nouvelle identité du groupe, un duo Eldritch-Morrison, une esthétique européenne, électronique, froide, monumentale, et une production qui mélange machines, chœurs massifs et séquenceurs. C'est la renaissance des Sisters, une reconstruction totale après la destruction de 1985-1986. En 1989, après Floodland, Andrew Eldritch entreprend de reconstruire les Sisters of Mercy pour un 3e album. East West, un label, lui envoie une démo d'un jeune guitariste allemand, Andreas Brun, que Eldritch auditionne en avril 1989 et il intègre immédiatement le groupe. Eldritch semble totalement séduit. Je vous donne son matériel si vous voulez avoir le même son de guitare, ça pourrait quand même être intéressant. Il a une Kramer Focus 1000, un Boss CS3 compression sustainer avec un compresseur et effects pédale et il joue sur un Mesa Boogie quad préamp. Le line-up prévu pour entrer en studio comprend donc Eldritch, Brun, Patricia Morrison. Mais juste avant l'enregistrement, c'est un nouveau drama. Eldritch remplace Morrison par Tony James, qui était un ex-Sigus Sputnik. Morrison affirme avoir travaillé jusqu'en décembre 1989, mais qu'elle quitte le groupe en raison d'un salaire dérisoire, de désaccords artistiques et l'arrivée de James qu'elle qualifie d'arnaqueur. John Perry, présent aux sessions, doute que Morrison ou James aient réellement joué sur l'album, tant les basses semblent séquencées. Donc on peut penser qu'Eldritch prend sur
sûrement des bassistes, non pas pour les albums studio, mais pour les lives en fait. Et visiblement, on apprend que Patricia Morrison et Eldritch étaient en couple sur toute la période Sisterhood Floodland. Et à ce moment-là, il y a aussi Tim Briceno qui vient pour les lives et qui sera guitariste pour le prochain album. J'ai voulu en savoir plus au sujet de Patricia Morrison et de son départ. J'ai trouvé une interview qui est assez intéressante sur dangerousminds.net. Le journaliste dit: Et ton album Solo Reflex on This, avais-tu déjà écrit des chansons depuis un moment? Elle répond: Comme j'ai dû signer un document m'interdisant de parler de cette période en quittant The Sisters, je ne peux que dire que tout était très difficile à ce moment-là, et que c'était ce que je devais faire. J'ai écrit des chansons par le passé, certaines assez populaires. Quelques morceaux que j'ai écrits sont crédités à d'autres. Je repartais de zéro, dans une position défavorisée, alors que tout le monde pensait que j'étais financièrement à l'aise. C'était facile à aucun niveau. Mais j'ai survécu, et la vie est devenue meilleure que jamais. Le sous-texte, quand même, c'est qu'elle n'a pas le droit de parler de pourquoi elle a quitté le groupe ou pourquoi elle a été virée du groupe, en fait. Tout ça est bien mystérieux. Elle s'en va chez The Damned pour y faire la basse à partir de 1997. Les Sisters of Mercy passent 9 mois au Puke Studios, dans des conditions difficiles. Ce fut un processus très douloureux et très long. Et finalement, en 1990, Vision Things sort. Eldritch opère un virage radical. Il abandonne les orchestrations gothiques et les chœurs monumentaux de Floodland pour revenir à un rock guitare plus agressif, direct et presque punk dans son intention. L'album est aussi explicitement politique, même si on avait déjà quelques références dans l'album d'avant. Le titre provient d'une phrase de George W. Bush, We Need a Vision Things, de 1987. Et Eldritch conçoit l'album comme une attaque contre les politiques de l'administration Bush. Dans une interview télévisée de 1990, Eldritch explique qu'il aimerait tourner aux États-Unis, mais que l'audience américaine reste très petite, même si elle est très loyale. Le journaliste lui demande s'il est toujours aussi cynique dans ses paroles. Eldritch répond que oui, même s'il prend l'écriture très au sérieux, il dit vivre dans un monde trop difficile, et c'est ce qu'il tente de retranscrire dans sa musique. Vision Things est produit par Andrew Eldritch. More est coécrit et coproduit avec Jim Steinman, John Perry joue les guitares additionnelles, et Maggie Reilly assure des chœurs sur plusieurs titres. Eldritch veut un album qui frappe immédiatement sans la sophistication de Floodland. Et la réception critique est globalement positive, même si elle est assez divisée. Certains saluent le retour au rock et d'autres regrettent l'aspect plus opéra de Floodland. L'album se vend plutôt bien au Royaume-Uni et en Europe, mais l'accueil américain est un peu plus froid, en partie à cause de la tournée Public Enemy. Et on va en parler, parce que c'est important. En 1991, les Sisters of Mercy tentent un pari audacieux, une tournée nord-américaine en double affiche avec Public Enemy. Eldritch veut provoquer un choc culturel assumé, réunissant goth rock, post-punk et hip-hop. Le nom même de la tournée, écho direct entre Black Planet et Fear of a Black Planet, annonce une ambition, créer un genre de dialogue musical radical en avance sur son époque. Le contexte semble pourtant favorable. 91 est aussi l'année où naît Lollapalooza, qui commence à briser les frontières entre les genres. Eldritch alors imagine sa tournée comme une version plus extrême de cette hybridation. Mais la réalité américaine est moins réceptive. Plusieurs salles annulent les concerts, redoutant des tensions entre le public majoritairement blanc des Sisters et celui majoritairement noir de Public Enemy. Le label Elektra ne soutient pas l'initiative, les ventes de billets sont faibles et 6 dates de la côte ouest disparaissent du calendrier. Promoters told us we could turn up but wouldn't get paid. There was a lot of La presse est fascinée mais totalement perplexe, parce qu'elle pense que ce sont deux univers qui coexistent mais qui ne fusionneront jamais. Et le public, lui, reste divisé. Certains spectateurs quittent la salle après Public Enemy avant même l'arrivée des Sisters. L'expérience est trop en avance, trop dérangeante et s'effondre à mi-parcours. Et finalement, les conséquences sont assez lourdes. Il y a quand même des tensions avec East West Records. Le contrat de distribution aux États-Unis est rompu. Alors, c'est peut-être un geste assez visionnaire, mais il est mal compris et il contribue à isoler durablement les Sisters sur le marché américain. En 1992, Andrew accepte, sous la pression du label, de
réenregistrer Temple of Love. Pour cette nouvelle version, il fait appel à la chanteuse israélienne Ofra Haza, dont la voix donne au morceau une ampleur quasi mystique, et à Tony James pour la basse. Le titre sert de locomotive promotionnelle à Some Girls Wander by Mistake, une compilation qui rassemble les premiers singles du groupe. La période 1992-1993 est marquée par une série de départs qui fragilisent encore davantage le groupe. En juin 92, Eldritch renvoie son manager historique, Boyd Stimson, après 10 ans de collaboration. Quelques mois plus tard, Tim Briceno quitte les Sisters pour se consacrer à son projet XCNN. En 1993, c'est au tour de Andreas Brun de partir. Brun affirme que ses compositions ont été systématiquement refusées par Eldritch, ce que ce dernier dément pourtant. Pour remplacer Brun, Eldritch recrute Adam Pearson, qui devient rapidement le nouveau guitariste principal. Cette même année, Eldritch enregistre Under the Gun, dernier single commercial des Sisters of Mercy, destiné à promouvoir la compilation A Slide Case of Overbombing. Pearson assure les guitares, tandis que Terry Nunn, chanteuse du groupe Berlin, apporte une voix additionnelle. Le morceau est coproduit avec Billy Hughes. D'ailleurs, dans une interview de 1993, Andrew Eldritch parle de la voix et pourquoi il en a pris une en plus pour ce titre-là. Il dit qu'il est un baryton et peu importe si c'est une femme ou un homme, il voulait une personne avec une tessiture un peu plus aiguë que lui pour faire une sorte de dialogue. Et il compare Terry Nunn à un ange. Ensuite, il y a quelques sorties, notamment des compilations, mais rien de bien intéressant à se mettre sous la dent. On va pas se mentir. En fait, ils ne font que des tournées. En 2006, c'est exactement la même chose, il n'y a plus de studio, plus d'albums, plus de compromis, et jusqu'à 2019, ils enchaînent les festivals, les tournées, les salles pleines, jouent un mélange de classiques et de nouveaux morceaux que personne ne pourra jamais acheter. Les Sisters deviennent un paradoxe, c'est un groupe super prolifique parce qu'il y a des nouveaux morceaux, mais il n'y a pas de discographie complète. Donc il y a des morceaux qu'on peut écouter en concert, sans jamais pouvoir les écouter chez soi. Il dira d'ailleurs dans des interviews que la scène le maintient en vie, tandis que le studio l'ennuie totalement. Et c'est aussi l'année où Chris Catalyst claque la porte, épuisé par le rythme glacial d'Eldritch. Il en a marre. En 2023, nouveau chaos, Dylan Smith est renvoyé le premier jour de la tournée européenne. Eldritch recrute Kai en urgence en pleine tournée. La même année, Chris Catalyst revient, non plus à la guitare, mais derrière le Dr Avalanche, après le départ de Ravi Davi. En 2024, les Sisters annoncent une nouvelle tournée nord-américaine, confirmant ce qu'ils sont devenus, un groupe de scène, toujours en mouvement, mais jamais en studio. Pourtant, entre 2019 et 2024, le groupe a joué 13 nouveaux morceaux en concert, mais rien n'est sur disque. C'est fou quand même. En 2025, les Sisters reçoivent une reconnaissance inattendue. Rick Owens nomme son exposition au Palais Galliera Temple of Love, en hommage au groupe. Preuve que malgré plus de 30 ans sans album, les Sisters of Mercy restent une force esthétique majeure, influençant la mode, la musique et toute la culture goth contemporaine. C'est la fin de ce documentaire sur The Sisters of Mercy. J'espère qu'il vous a plu. On peut dire qu'Andrew Eldritch est un personnage quand même intéressant malgré tout, même si le groupe a souffert de son exigence. Je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à travailler avec les autres et qui a du mal à laisser de la place. Finalement, un peu comme Trey Azak Todd si vous avez vu le documentaire sur Morbid Angel. Et pour répondre à la question sur le genre des Sisters, lui il cite comme influence David Bowie, Motörhead, The Cramps, Siouxsie and the Banshees, ou encore Psychedelic Fur. Alors oui, je vois ce qu'il entend par là, parce qu'il y a quelque chose de rock dans les structures, mais par contre, le matériel utilisé ne l'est vraiment pas. On a de la boîte à rythme, on a du chorus, qui est utilisé notamment avec un ampli Roland, et la voix d'Eldritch n'est pas du tout rock, je trouve, elle est quand même très post-punk. Vous en pensez quoi de tout ça, vous? Et je vous mets au défi. Est-ce que les Sisters of Mercy sortiront un nouvel album un jour? Et petite question surtout pour les musiciens, est-ce que vous préférez traîner en studio ou est-ce que vous préférez faire des lives? Ou alors est-ce que les deux ne vous dérangent tout simplement pas? Sur ces questions, je vous dis à la prochaine pour un nouveau documentaire.